De nationalité française, Colette Moreau est venue au Québec en 1962. Une première recherche la consacre sociologue des religions. Elle interroge les femmes de Saint-Hilaire sur leur manière de pratiquer leur foi. Au-delà du sentiment religieux lui-même, elle cherche à rendre compte de leur discours en face de leur comportement quotidien. En faisant cela, elle découvre la fin d'une religion. Aujourd'hui, Colette Moreau s'intéresse essentiellement au phénomène des idéologies. Comment un discours donné peut-il s'emparer de la conscience des gens et devenir une conviction? Que serait le Québec sans ces idéologies et que seraient les idéologies sans le Québec? Où donc en est rendu le discours féministe sur la question des rapports hommes-femmes? Vous avez entendu parler du Québec de quelle manière? Oh, ça, c'est une chose que j'ose à peine dire, parce que la façon dont les Européens connaissaient le Québec à ce moment-là. Je me rappelle que mon mari est arrivé un jour, il avait vaguement entendu parler sur un journal professionnel qui avait un poste à l'université Laval. Et on avait d'abord cru que Laval, c'était l'université de Laval, que c'était une ville qui s'appelait Laval. C'était possible, puisqu'il y en a une, mais c'était pas ça. Bon, alors, ça serait plus intéressant. On avait envie un petit peu de voir du pays. On pourrait essayer de voir ça. Et puis un beau jour, il revient en disant « J'ai appris une chose. Sais-tu qu'il y a plusieurs millions de personnes qui parlent français au Québec? Oh. Et puis que Montréal est une ville à majorité française. Oh. Toute révélation pour nous. Hein. Et à part Maria Chapdelaine, on ne connaissait absolument rien du Québec. Alors à ce moment-là, évidemment, avant de venir, le travail pour mon mari a marché à Laval. On s'est mis à lire beaucoup de choses sur le Québec. La première chose que j'ai lue, c'était comment on abrutit nos enfants. Ça s'est sorti à peu près dans ces années-là. Hein. Et puis le livre du frère Intel, qui est sorti à peu près à cette époque. Alors sociologiquement, ça paraissait très intéressant tout de suite. Et on s'est dit, il se passe des choses là-bas dont on n'a aucune idée et qui ne doivent pas forcément ressembler aux choses qu'on a vécues jusqu'à maintenant. Allons-y. Alors je suis venue ici donc sans aucun travail, comme ça par hasard, et le département d'anthropologie m'a embauchée comme, comment est-ce qu'on disait à ce moment-là, chargée de cours. Un collègue qui allait devenir directeur du département n'allait plus faire ses cours, sociologie des religions, sociologie des petites communautés, et c'est justement ce dans quoi j'étais, je dirais pas le mieux, mais le moins mal formée. Alors, comme il n'avait pas d'autres candidats à ce moment-là, coup de chance encore, il m'embarquait là-dedans. Alors, ça a marché tant bien que mal. Je veux bien avouer maintenant, je ne savais vraiment pas grand-chose. Et je travaillais au jour le jour, travaillant la semaine pour faire le cours une fois par semaine. C'était pas très brillant. Enfin, j'ai travaillé beaucoup à cette époque. Et puis, aussitôt, l'idée m'est venue, pourquoi pas faire un doctorat, puisque la possibilité s'en trouve, hein. Alors, il y avait des gens, sous la direction de Rioux, des gens d'anthropologie et de sociologie qui travaillaient à Saint-Hilaire et qui cherchaient toutes sortes de choses à Saint-Hilaire. Et une chose dont ils ne s'occupaient pas et qui, moi, m'intéressait, non pas pour des raisons idéologiques ou des raisons personnelles, mais parce qu'au Musée de l'Homme, j'avais déjà fait un petit travail là-dessus, c'était justement la sociologie des religions. Il n'y avait pas grand monde qui travaillait là-dessus. Bon, c'est un secteur qui a l'air à peu près libre. Ça ou autre chose, au départ, il n'y avait pas de raison. Il faudrait que je vous raconte la raison pour laquelle aussi j'avais fait de la sociologie des religions ou anthropologie des religions au Musée de l'Homme. C'est que le seul stage sur le terrain que j'avais fait pendant mes années au Musée de l'Homme, c'était un stage de 8 jours en Normandie, où le professeur avait réussi à avoir quelques sous pour, non pas nous payer tout le séjour, il fallait qu'on paye nous-mêmes, mais au moins louer une maison. Et j'étais arrivée en retard dans ce groupe, qui était dans un petit village qui s'appelait Saint-Martin-au-Beau, et toutes les portions intéressantes étaient déjà prises. Des gens s'occupaient de politique, d'autres s'occupaient des relations familiales, s'occupaient d'économie, tout ça. Et personne encore s'était occupé des phénomènes symboliques de la religion. J'étais embarquée là-dedans, par hasard encore. Donc j'avais ce travail qui était fait, ce petit travail qui était fait. J'en avais profité pour élargir de façon abusive, je le reconnais maintenant, ce petit travail pour en faire un diplôme de maîtrise, que j'ai passé aussi à Paris. Donc je me trouvais sociologue des religions ou anthropologue des religions, comme ça.
Alors c'est ce que j'ai continué à faire. J'ai fait ma thèse donc de doctorat à Saint-Hilaire, en sociologie des religions. Et on m'a mis l'étiquette qui me poursuit encore actuellement, sociologue des religions. Quand il y a quelque chose qui se passe au point de vue religieux, l'autre jour, la Radio-Canada voulait que je vienne leur parler des affaires de Guyane, hein, parce qu'il y a l'étiquette sociologue des religions qui était là. Mais je ne connais rien du tout là-dessus, je ne m'autorise aucun droit de parler de ces choses-là, mais les étiquettes vous poursuivent comme ça. Alors, mais moi, de mon côté, la sociologie des religions, pour la bonne raison que j'ai aucune préoccupation religieuse moi-même aussi, hein, que ce n'est pas quelque chose qui me tient à cœur, m'intéressait donc de moins en moins. Et sans même m'en rendre compte, peu à peu, j'ai bifurqué vers religion égale idéologie, idéologie égale sociologie de la connaissance. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça, c'est les savoirs sociaux. C'est pourquoi tels gens croient à telle chose, agissent en conséquence, ou, si on renverse le problème, agissent de telle manière et se donnent de bonnes raisons pour agir de cette façon. Hein. Donc tous les problèmes qui tournent sur les questions du rapport entre ce que les gens font, sont et ce qu'ils pensent. Et les travaux que j'ai faits après mon bouquin sur Fin d'une religion, qui était ma thèse, qui était édité ensuite, hein, vont vraiment dans cette perspective-là. Et j'essaye de donner au département, en particulier au niveau du doctorat. Ça ne réussit pas souvent parce que nous sommes, Rio et moi, à cheval sur le même problème. Il faut se partager le morceau. Hein. J'essaierai d'orienter mon enseignement vers des cours de sociologie et de la connaissance. Voilà en gros mon itinéraire, vous voyez. Par ailleurs, j'ai lu dans la fin d'une religion le chapitre morale familiale et sexuelle. Il se trouve aussi qu'il y a un aspect particulier de cette recherche, c'est le fait que vous vous adressiez à des femmes, vos interlocuteurs étaient des femmes. Bon, j'aimerais que vous me parliez du sentiment religieux et des Canadiens français de 1964. D'accord. De 1900 combien? 64, je crois. Ah d'accord, de cette époque-là. Bon. Vous savez, que c'était des femmes, c'était pour des raisons stratégiques là aussi. Hein. C'est parce qu'une femme a plus de chances de faire parler des femmes que de faire parler des hommes. Oui. J'ai interviewé quelques hommes comme informateurs clés. La religion, d'abord, ils n'aimaient pas en parler. Hein. C'est des problèmes de femmes. Ils avaient honte de parler de religion. Ce qui les intéressait, c'était les problèmes politiques. Et pensant, à juste titre, dans mon cas en tout cas, que les problèmes politiques, les femmes n'y comprennent rien, ils me regardaient un petit peu de haut et ne répondaient pas. Hein. Et si je les orientais vers la religion, ça n'allait pas. Donc pas de problème de ce côté-là. Si j'ai choisi des femmes, c'est parce que je pensais mieux m'en tirer avec elles, hein, qu'on avait des choses en commun. Pas au point de vue religieux, mais tout au moins au niveau de la sensibilité. Alors la religion de ces... Quand vous dites québécois, vous supposez au départ... J'ai dit Canadien-Français de 1964. Oui, vous appelez-les comme vous voulez, c'est pas grave. Mais vous supposez que ce que j'ai pu dire des gens de Saint-Hilaire s'appliquait à tous les Canadiens français. Hein. Non, pas vraiment. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre vous et ces femmes-là. Oui. Vous parlez dans ce bout de texte que j'ai lu d'une façon, d'un sentiment vécu, de croyance chez ces personnes, mais par ailleurs d'une conduite ostentatoire en ce qui concerne le rituel, la fréquentation des... D'accord. C'est pas tellement au fond ce qui s'est passé entre elle et moi que ce que j'ai appris d'elle, quoi. Hein? Oui. Bien, alors, le catholicisme québécois ou canadien-français, n'importe, pour les gens qui l'ont vécu et ceux qui sont passés au modernisme, apparaît vraiment comme, d'une part, une vieillerie qu'il faut rejeter à tout prix, et puis quelque chose de spécifique. Hein? Il y aurait eu un catholicisme ou un christianisme québécois qui n'était pas celui des autres. C'est vrai par certains côtés, mais il y a une autre chose qui est bien évidente, c'est que, avant d'être québécois, le catholicisme canadien-français était un catholicisme traditionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est partout pareil, c'est pas qu'ici, c'est dans le monde. La seule chose qui est vraiment spécifique du Québec, c'est que ça a duré ici un petit peu plus longtemps qu'ailleurs pour des raisons historiques. Hein? Fermeture sur soi, défense contre l'ethnie majoritaire, etc. Mais les traits du catholicisme traditionnel, on les retrouvait un petit peu partout. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est par exemple l'accentuation sur le rituel. Hein. Les religions traditionnelles sont des religions de comportement, et des religions de comportement collectif. La religion étant, évidemment, on a appris ça dans le b.a.-ba de la sociologie, hein, étant peut-être la meilleure, ou avec les idéologies politiques, mais peut-être encore plus, la meilleure occasion de regroupement et d'intégration sociale. Hein.
Donc, que ça prenne des formes religieuses, politiques ou n'importe quoi, il faut qu'une société, ou il fallait qu'une société traditionnelle se trouve des raisons de fonctionnement, hein, une identité, des occasions de faire regrouper les gens. Au Québec, comme dans la plupart des sociétés traditionnelles, c'est la religion qui a tenu ce rôle-là. Donc, il ne fallait pas s'étonner, au contraire, il fallait trouver ça fonctionnel, on ose à peine dire le mot maintenant, puisque le fonctionnalisme n'est plus à la mode, hein, que les gens aiment se retrouver à la messe le dimanche, qu'ils aiment se dévisager, regarder les chapeaux qu'ils avaient mis, regarder s'ils étaient bien en forme, s'ils se comportaient bien, etc. Hein. Le contrôle social, c'est quelque chose qui existe partout, c'était la religion qui s'en occupait, ok, que la religion fasse ce rôle-là, c'était bien. Hein. Donc, et en plus de tout ça, il y a l'aspect que des gens comme Varagnac, par exemple, ont bien mis en évidence, que quand les choses sont vraiment vécues très fortement, elles débouchent sur des comportements. Hein. Et une religion où il y a beaucoup de comportements, même si dans nos idées de modernes, ça peut paraître peut-être un peu superficiel, on dit même hypocrite certaines fois, ça fait rien. L'essentiel, c'est que les gens fassent les choses. Hein. Alors maintenant, on pense de religion intériorisée, comme c'est beaucoup plus noble, beaucoup plus beau. Mais alors, une religion intériorisée, allez donc voir si quelqu'un a vraiment la foi intérieure. Il n'y a pas de contrôle. Soit, sur ce point, justement, en lisant cette fin d'une religion, je cherchais, justement, des moments où vous nous auriez raconté ce que les personnes que vous avez vues croyaient vraiment. Vous avez cherché combien de messes on offrait aux âmes des fidèles défunts, puis d'autres choses comme ça qui avaient à faire à la fréquentation des offices, mais nulle trace du sentiment religieux lui-même. C'était très volontaire chez moi. C'était très volontaire. Et pourquoi avoir écarté toute cette dimension? Parce que ce que les gens pensent sur eux-mêmes n'est jamais vrai. Hein? Comme dit Lévi-Strauss, ce qui est important dans les sociétés, c'est le sens qu'on donne aux choses, mais ce sens n'est jamais le bon. Et vous savez tout comme moi que la plupart des raisons profondes de nos activités sont inconscientes. Donc ce que les gens vous racontent, et je savais bien ce qu'ils allaient me raconter, j'ai qu'à le lire dans n'importe quel journal, hein, les gens n'ont pas d'originalité, tout le monde répète toujours la même chose. La merveilleuse expérience d'une religion neuve, plus profonde, plus personnelle, plus sincère, la découverte du rapport direct avec Dieu. Ça, quand on l'a entendu 2 fois, on sait que tout le monde va le répéter, hein. D'une part, donc, ça n'est pas significatif, ça ne veut rien dire. Ce sont des thèmes appris, ce sont des idéologies nouvelles sur lesquelles les gens embarquent. Hein. Et puis ensuite de ça, ça ne se matérialise dans rien pour un sociologue. Si vous voulez rester au niveau du questionnaire d'attitude, c'est votre droit. Hein. Il y a des tas de sociologie qui fonctionnent comme ça. Mais quand vous voulez vraiment savoir le fond des choses, il faut d'une part regarder ce que les gens font au lieu que ce qu'ils disent. Si vous dites « moi je crois en Dieu, Dieu occupe toute ma vie », etc., vous n'avez aucun rapport avec lui. Hein? Quand vous aimez bien quelqu'un, vous allez le voir, vous lui parlez, vous faites quelque chose. Mais si vous dites « ah, j'aime ma mère, j'aime mes enfants, j'aime ma femme », et puis que vous vivez d'un bout de Montréal à l'autre sans jamais avoir aucun contact, hein, le comportement est beaucoup plus significatif de la vérité profonde des choses que des déclarations verbales, bien sûr. Hein. Et le sentiment religieux n'a jamais fait l'objet d'aucun traitement sociologique possible. C'est non seulement le sentiment religieux, vous ne faites pas de sociologie avec les sentiments amoureux des gens. Hein? Ni des relations affectives qu'ils peuvent avoir avec leur patron. C'est pas ça que vous regardez. Mais on en fait avec les idéologies, puis c'est quelque chose aussi. Oui, mais volatile, les idéologies, on les traite autrement, on les traite comme des signes d'autre chose. Et ce que j'étudie justement, si vous voulez, dans l'autre livre sur le passage de la tradition à la modernité, je prends les déclarations orales comme des savoirs, justement, qu'ont les gens sur les choses, ou des idéologies. Mais à partir de là, il faut faire un traitement. C'est-à-dire ce qu'on appelle évidemment une interprétation pour les sociologues. Hein. C'est un petit peu comme la façon dont travaille le psychanalyste. Ce que lui disent les patients, ça veut dire quelque chose, ça représente quelque chose, mais lui, il va chercher une autre vérité derrière ça. Hein. Alors quand quelqu'un vous dit « je crois en Dieu », je crois à la Trinité, je crois à la Sainte Vierge, ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire d'une part que Dieu existe ni que la Sainte Vierge existe, bien entendu, hein, mais ça ne veut rien dire non plus sur l'affiliation religieuse de la personne. Ce que ça veut dire, je ne peux pas le dire au départ, il faut le chercher, il faut confronter ces déclarations-là avec d'autres, confronter avec les comportements, et puis on voit le sens qu'on peut donner à ces déclarations-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une idéologie, un savoir social, une déclaration orale, son sens réel, ce n'est jamais celui qui est dans les mots. Parce que toute la vérité se passe évidemment au niveau de l'inconscient des personnes. Alors vous allez me dire, de quel droit le sociologue se reconnaît le pouvoir, lui, de savoir, d'aller chercher dans l'inconscient des gens
de savoir mieux ce que la raison profonde des comportements des gens que les gens eux-mêmes. Hein. Alors, je suis bien d'accord avec vous, c'est un problème. Il n'y a pas de raison que nous, sociologues, parce qu'on a été 3 ans ou 4 ans à l'école de plus qu'eux, ayons le privilège de la vérité. Hein. Mais ça fait partie des postulats de notre discipline. Ça fait partie de la sociologie idéologique? Ça fait partie de toute sociologie, de toutes les sciences humaines. Quand les économistes interprètent des comportements économiques, ils ne vont pas aller voir ce que pensent les gens sur leur comportement. Ils vont regarder ces comportements, puis ils vont regarder les effets sociaux de ça. Hein. Oui. Mais l'intériorité, comme telle, des acteurs sociaux, ça n'a jamais Ou alors, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous embarquez directement dans l'idéologie des gens que vous interrogez. Hein? Ah, vous avez raison de me dire, est-ce qu'à ce moment-là, vous ne remplacez pas votre idéologie par la leur? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, nos savoirs sociologiques sont des idéologies. Mais elles sont garanties un peu plus que celles des acteurs par une méthode et par le recoupement aussi des déclarations qu'on a. Hein. Quand quelqu'un vous dit Dieu existe, l'autre vous dit Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites, vous, là, au milieu? Il faut bien que vous trouviez une troisième voie, qui est celle de la sociologie. C'est que ça n'a pas d'importance ce qu'ils disent, mais pourquoi le premier dit ça, pourquoi le second dit autrement? Voilà. J'aimerais que vous me parliez d'abord de cette chose qui vient de sortir. Qui est la conviction idéologique? Oui, oui. Alors cette conviction idéologique, c'est un des 3 volumes qui ont été motivés par une recherche que j'ai faite, non plus à Saint-Hilaire cette fois, mais à Louisville. Une recherche que j'ai faite en été 69, 70, 71 et 74. Et toujours dans la perspective que je vous disais tout à l'heure, là, après mon travail sur Saint-Hilaire, je m'étais demandé comment se faisait-il que dans un milieu homogène, culturellement homogène, idéologiquement homogène, avec un fort conformisme, comme j'avais pu le constater à Saint-Hilaire, il y avait quand même des gens qui trouvaient le moyen de se comporter et de penser un petit peu différemment des autres. L'écart n'était pas énorme, hein, parce que la société québécoise rurale est hyper conformisante, hein, mais il y avait quand même des gens qu'on aurait pu taxer un petit peu d'originaux, et qui avaient le culot, non pas de faire des choses extravagantes, ce n'étaient pas des marginaux du tout, ce n'étaient pas des déviants, hein, mais d'afficher une liberté d'esprit qui leur faisait encourir toutes sortes d'inconvénients dans leur vie. Hein. Par exemple, quelqu'un qui était péquiste dès 65, 66, hein, quelqu'un qui n'allait pas à la messe en 60, 61, 62, hein, en 63 quand j'ai été à Saint-Hilaire, là, ou des gens qui avaient le courage, un couple qui avait le courage de se séparer. Donc vous voyez, c'était pas vraiment une marginalité, une déviance, mais c'était un petit peu à part. Alors, le travail que j'ai fait sur Louisville, tournait là autour, là, c'était pour répondre à cette question, qui sont ces gens qui sont différents des autres, comment sont-ils au point de vue psychologique, au point de vue sociologique, hein, et que représente dans une communauté fermée, rurale, etc., le fait de cette, j'ai toujours du mal à la caractériser, de cette originalité. Alors j'ai commencé à ce moment-là un projet donc, dont le thème principal était l'atypisme, c'est comme ça que j'avais appelé ces gens-là, hein, et j'allais essayer de voir justement au niveau descriptif et causal, qu'est-ce que voulait signifier l'atypisme. Alors la réponse à cette question-là, je ne l'ai pas encore apportée, parce qu'elle va faire l'objet du volume essentiel qui, lui, n'est pas paru encore, hein, que je pense travailler pendant mon année sabbatique qui vient là. Donc, vous voyez, le projet central sur l'atypisme n'a pas encore donné lieu à publication. Mais en travaillant sur ces atypiques, en cherchant justement à creuser ce problème de l'atypisme, j'ai d'une part été amenée à des réflexions théoriques, et d'autre part, j'ai été amenée à ramasser une somme de matériaux assez impressionnants. À peu près, sans exagérer, je pourrais dire que j'ai, je ne sais pas, peut-être 500 ou 600 heures d'enregistrement de bandes magnétiques. Alors, d'une part, cette réflexion théorique, et d'autre part, cette masse de documents m'a donné l'idée de faire 2 autres volumes qui ont été faits finalement avant le volume principal sur l'atypisme. Vous voyez ? Alors, le volume théorique qui vient de sortir la semaine passée s'appelle La conviction idéologique. Hein, c'est une réflexion sur le savoir social, l'idéologie. Et puis l'autre, qui est fini, je finis en juin, qui est actuellement chez l'éditeur, d'une part à l'Université de Montréal, d'autre part chez Plomb à Paris, que j'ai appelé, comment ça s'appelle déjà?
Rosseville en Québec, la modernisation d'une tradition. Vous voyez? Alors, le second bouquin, je vais vous en parler d'abord parce qu'il est peut-être plus facile à décrire. Hein. J'essaye d'expliquer comment et pourquoi s'est fait à Louisville le passage de la tradition au modernisme. Hein. De ça tient à peu près 250 pages. Et en gros, ça explique comment on peut passer d'une idéologie qu'on peut appeler sacrale, qui était l'idéologie traditionnelle québécoise, à une idéologie moderniste, hein, qui se définit comme une idéologie plus laïque, pluraliste, etc. Enfin, tout ce qui constitue le modernisme actuel. Et alors, j'ai étayé ces considérations descriptives et théoriques par des témoignages, des choses, des documents, des déclarations qui ont été prises sur les bandes que j'ai enregistrées, sur les interviews que j'ai faites. Alors j'ai classé ces interviews de façon à ce qu'ils correspondent aux différentes parties de mon propre texte, voyez. Alors il y a une partie tradition, des témoignages d'informateurs traditionnels, une partie modernisme, et à l'intérieur de ces deux grandes parties-là, des découpages qui expliquent comment s'est fait le basculage justement de l'idéologie sacrale à l'idéologie moderniste. Et justement, comment s'est-il fait ce basculage? Bon, c'est un gros point. Oh mon Dieu, par quel bout je vais pouvoir vous prendre ça? Avec des pincettes. Avec des pincettes, bon. Si vous voulez, là, on va débarquer en même temps sur ma conception plus générale des savoirs sociaux et des idéologies. Hein? Bon. Alors, comment est-ce que je pourrais vous prendre ça? Attendez. La vision dominante dans ce genre de problème-là, c'est une vision évidemment marxiste, hein? Selon laquelle les idéologies ne sont que des reflets ou des superstructures ou des fantasmes, si vous voulez, hein, parce qu'on peut mettre Freud et Marx dans le même paquet, de réalités beaucoup plus concrètes qui, en général, dans la perspective marxiste, peuvent être des réalités économiques ou des réalités sociales, la position dans une structure de classe, etc. Hein? Donc, si vous voulez, cette vision des choses qui a pris à notre époque et dans les milieux sociologiques en particulier l'allure presque d'un catéchisme, hein, ou d'une vérité absolue, la plupart des gens fonctionnent comme ça. Pour moi, une idéologie, c'est pas quelque chose de si simple. Hein. Et si je regardais le Québec en particulier, on a en général l'explication suivante pour les idéologies, les savoirs sociaux québécois. Ces savoirs sociaux sont des savoirs sociaux de dominés, des savoirs sociaux de personnes colonisées. Hein. D'accord, on peut accepter cette position-là. Alors on peut prendre une position marxiste en ce qui concerne la cause des idéologies québécoises, mais si on regarde le contenu de ces idéologies, c'est-à-dire le matériau, la façon dont les gens pensent, ce qu'ils font en rapport avec ces pensées, on se rend compte que ces idéologies sont directement héritées ou sont un calque des idéologies cléricales du siècle dernier. Donc, même s'il peut y avoir des causes objectives, matérielles, qui sont autres, le contenu même des idéologies, lui, est idéologique. C'est-à-dire qu'il s'inspire directement d'un discours qui a été prononcé à un moment précis dans l'histoire par des instances sociales bien spécifiques qui étaient le clergé. Alors, si on regarde justement, alors, donc, dans ma problématique, je vais laisser de côté ces causes, qui sont peut-être les causes les plus réelles, qui sont justement cette situation d'aliéner, de coloniser, etc., de dominer de l'ethnie québécoise, mais je vais m'intéresser surtout à la façon dont les contenus de cette idéologie ont basculé, en même temps que basculait le pouvoir de l'Église. Vous voyez ? Alors, je complexifie un petit peu mon modèle, c'est que ce contenu des idéologies actuellement vécues au Québec, peut-être pas à Montréal, disons, c'est peut-être à part, je vais laisser de côté, mais dans la zone rurale québécoise, dont Louisville est un bon représentant, hein, on s'aperçoit que les idéologies actuelles sont donc, pour une grosse part, l'héritage des idéologies cléricales du siècle dernier, plus une bonne part de la culture anglo-saxonne. Vous me direz, c'est normal, puisque le Québec est dominé par les anglo-saxons. Mais alors, quand on parle en général de domination anglo-saxonne, on pense à une domination économique, une domination politique. Mais moi, j'irais plus loin en disant qu'il y a une domination culturelle, en ce sens que les modèles anglo-saxons, par certains côtés, je vais vous dire lesquels tout à l'heure, dans la personnalité modale du Québécois, se retrouvent encore.
Alors, par quel truchement est-ce que ces idéologies ont pu s'imprimer sur la masse des gens? Par exemple, les gens de Louisville, qui de leur vie n'ont jamais vu un Anglais. Hein? Eh bien, le cheminement serait assez facile à retrouver. Ça serait, par exemple, modèle culturel anglo-saxon, passage aux classes supérieures, à la bourgeoisie québécoise, hein, qui elle-même a sécrété un nombre de prêtres, de bonnes sœurs assez impressionnant, qui elles-mêmes ont été les principes éducatifs essentiels de la plus grande partie du peuple. Donc si vous regardez la petite fille louisvillienne d'il y a encore une dizaine d'années, même si elle appartient au bas de l'échelle sociale, qu'elle n'a jamais vu un Anglais de sa vie, il y a de fortes chances logiques pour que certains modèles anglo-saxons aient pu lui arriver, de par les religieuses, de par les prêtres qu'elle a connus, c'est une fille religieuse, si c'est un garçon, de par les prêtres, hein, qui eux-mêmes appartenaient à des couches supérieures, qui avaient été en contact avec des cultures anglo-saxonnes. Alors, on peut considérer, en gros, donc, évidemment, ce qu'on dit toujours, hein, c'est toujours des suppositions. Les choses ne courent pas comme ça dans les rues, il faut les construire. Hein. On peut retrouver donc l'influence de ces deux gros modèles, hein, une culture cléricale sacrale et un certain trait de la culture anglo-saxonne. Oui. Alors, la façon dont... Je vous reparlerai de ça, si vous voulez, tout à l'heure, parce que je voudrais en venir à l'autre volume tout de suite. Oui. Sinon, je vais perdre un petit peu mon fil, puis tout ça va se rejoindre ensemble. Oui, bon. Alors, donc ce second volume, c'est-à-dire le premier étant l'atypisme qui n'est pas écrit, le second étant le passage de la tradition à la modernité qui est écrit mais non publié, étant ainsi posé, ce qui me restait après tout ça, c'est une réflexion tout à fait théorique sur les savoirs sociaux comme tels, mais cette fois indépendamment de la culture québécoise. Vous voyez ? En gros, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Et comment se fait-il que, la question que je me posais à ce moment-là, c'était la suivante, parmi toutes les idéologies qui éclosent à un moment donné, il y a des tas de gens qui font des systèmes idéologiques, des systèmes de vie, des trucs comme ça. Comment se fait-il que certains réussissent, d'autres ne réussissent pas? D'où le titre de ce petit bouquin qui s'appelle « La conviction idéologique ». Vous voyez, en gros, mes préoccupations actuelles donc tournent autour de ça. Hein. Le Québec d'une part, le Québec et ses idéologies, les idéologies sans le Québec. Et ces trois aspects-là. Alors, comment est-ce que vous l'avez expliqué, le fait que certaines idéologies ah oui, c'est dur marchent de et d'autres ne marchent pas? Est-ce que je dois vous résumer ça en l'espace de 5 minutes. Hein? Ben, c'est pas une affaire facile, ça, mais je vais essayer. Je vais en laisser tomber de grands bouts, mais ça fait rien. Attendez. Bon. On va reprendre le problème par toujours le marxisme, puisque c'est là, au fond, la science normale à notre époque. Hein. À peu près toute la réflexion sociologique tourne autour du marxisme. Et ma position, si vous voulez, n'est pas anti-marxiste, mais elle essaye d'être en dehors, hein, de laisser tomber ces cadres-là qui sont un petit peu encombrants et stériles, puisqu'on ronronne toujours à l'intérieur de ça, de voir ça. Si on regarde les positions marxistes à l'égard de l'idéologie, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'idéologie est le reflet d'autre chose, qui est une position de classe, des infrastructures, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette position-là? C'est une position qui serait encore théologique, ou héritée de la théologie. En ce sens qu'on ne conçoit guère que les pensées qu'ont les gens, qu'ont les êtres humains, qu'ont les acteurs, les idées qu'ils se font sur les choses, ne soient pas déterminées par autre chose. Donc il y aurait toujours une bonne raison pour que les gens pensent ce qu'ils pensent. Voyez-vous? Hein? Si vous regardez un acteur traditionnel, les gens qui croient à des religions, par exemple, ou qui croient à des systèmes politiques, pour eux, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils croient, c'est exactement ce qui est. Hein? Je crois en Dieu parce que Dieu existe. Alors ça, c'est la position première, la position dogmatique naïve. Alors le marxisme, qui a prétendu se détacher de ça, au fond, n'a guère été au-delà. Parce que si on ne croit plus mot pour mot ce qu'il y a dans les idéologies ont des raisons tout aussi positives d'exister, puisqu'elles sont le reflet de quelque chose qui est là. Ça va? Bon, je fais un véritable cours, là. Alors, ma position est une position qu'on pourrait appeler indéterministe, qui, en gros, si on voulait être un peu macrocosmique ou un peu farfelu, pourrait correspondre aux positions indéterministes des sciences exactes, hein, où on ne s'interroge plus sur la vérité. Ma position, c'est que les idéologies n'ont absolument rien à voir avec aucune vérité. Non pas seulement les vérités
qu'elles disent elles-mêmes être, comme Dieu existe ou le prolétariat tient la vérité, ou etc., mais ne reflètent même pas des réalités infrastructurelles ou structurelles des réalités sociales. Les idéologies, ce sont des discours indéterminés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Indéterminé, donc, ça veut dire que, d'une part, que ce sont des savoirs qui n'ont rien à voir avec des savoirs scientifiques. Vous savez qu'actuellement, on a une tendance en sociologie à dire que tous les savoirs scientifiques sont idéologiques, hein, oui, et qu'on peut traiter les idéologies comme des sciences, inversement. Non, hein. Moi je fais une coupure qui n'est pas à la mode, hein, ça va à l'inverse des idées à la mode, entre sociologie et science. Hein. Parce qu'au moins dans la science, il y a une tension vers la construction et l'étude d'un objet. Hein. L'idéologie, elle, se fiche carrément des objets sur lesquels elle travaille. Son but, c'est pas ça. Son but, c'est l'action sociale. Alors, oui. Alors ça, la vérité d'une idéologie, ça n'est pas quelque chose qui est avant elle et qui la détermine. C'est ce qui va arriver de cette idéologie, c'est son succès. Une idéologie vraie, c'est une idéologie qui réussit, oui, seulement. Et à partir du moment où une idéologie réussit, elle est vraie. C'est le succès qui est le seul et unique critère de l'idéologie. Les critères de vrai, de faux, elle fait semblant pour déclencher la conviction justement des gens qu'elle veut séduire. Hein. Elle fait semblant de dire, c'est vrai, elle fait appel aux faits par exemple, hein, les idéologies contemporaines, nos idéologies sociologiques en particulier, ou psychologiques, hein, font appel aux faits, à l'expérience, à la quantification. Mais tout ça, ce sont des leurres, hein, ce sont des formules, si vous voulez, de séduction, de stratégie. Hein. Comme actuellement nous sommes dans une époque scientiste, où ce qui est vrai, c'est la science, l'idéologie va se donner des airs de science, hein, mais elle ne l'est pas plus qu'une idéologie religieuse ou politique, qui, elle, parlait encore le langage de ce qui était reconnu comme la vérité à son époque. Hein. Une idéologie religieuse parlait le langage de la théologie, il y a 100 ans ou 50 ans encore ici, parce que c'était la théologie qui était le vrai avec un grand V. Une idéologie a parlé le langage de la politique depuis Marx, ou même avant. Les idéologies politiques datent peut-être d'un siècle avant ou 2 siècles avant, jusqu'il y a une cinquantaine d'années, parce que le vrai, c'était la politique. Puis à mesure qu'on s'en va vers le vrai qui est confondu avec la science, les idéologies se donnent des allures de savoir scientifique, mais c'est toujours le même processus. Hein. Indifférence totale à la vérité comme telle, hein, ou à l'objectivité, hein, et recherche d'une stratégie qui va déclencher l'adhésion, qui va donc déclencher l'adéquation entre des vérités définies comme telles, même si elles ne le sont pas, et puis des comportements adéquats. Bon. Alors, si cette idéologie est tellement fausse, par nature, hein, toutes les idéologies sont la même chose, et je répète là-dedans, je mets les idéologies sociologiques, qui sont la plupart de nos théories sociologiques actuelles, hein, qu'est-ce qui va faire que les gens se laissent séduire? C'est là le problème. Alors, si les gens se laissent séduire, ça peut venir de 3... Est-ce que c'est pas trop long, ce que je vous raconte? Non, je vous écoute. Vous m'écoutez toujours, bon. C'est pour 3 raisons. Enfin, les raisons... Non, je peux reprendre ma phrase autrement. Les raisons de la séduction idéologique peuvent émaner de 3 pôles. Si on regarde ce qui se passe quand une idéologie est créée, il y a obligatoirement 3 aspects. Il y a les gens qui font l'idéologie, qui sont les définisseurs ou émetteurs idéologiques, hein, les gens qui la reçoivent ou qui sont destinés à la recevoir, et puis entre eux, il y a le message, c'est-à-dire l'idéologie. Hein. Alors, qu'une idéologie réussisse ou ne réussisse pas, c'est pour des raisons qui tiennent à ces 3 pôles-là. Hein. Alors, j'ai cherché dans ce petit livre, je vais vous faire grâce des détails, quelles vont être les raisons pour lesquelles un émetteur, par exemple, ou définisseur idéologique, va avoir un certain poids dans ce qu'il dit. Eh bien, en gros, c'est parce qu'il va être légitime. Hein. Alors, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il y a seulement les gens qui ont l'air d'avoir sur eux un sceau social, qui sont légitimés socialement, qui vont avoir un certain impact dans la conviction idéologique. Alors, dans une société traditionnelle, il est bien évident que ces gens qui vont avoir la légitimité, ça va être le pouvoir traditionnel. Hein. Ça sera les parents, ça sera les prêtres, ça sera les gens qui sont au pouvoir politique officiel. Dans une société contestataire comme la nôtre, le pouvoir ou le sceau réel de l'impact social sur les gens, le fait qu'ils sont marqués, qu'ils ont une légitimité, ça ne va pas être le pouvoir officiel, ça va être, dans une perspective de transformation, ceux qui représentent l'anti-pouvoir. Hein? Donc, on s'intègre là dans une perspective historique, hein? Selon les époques, selon les lieux, selon les temps, etc., les gens qui vont être légitimés, qui vont être marqués au sceau du social, ça va être des gens très différents. Et actuellement, par exemple, pour avoir un impact idéologique,
Vous pouvez prendre à peu près tous les attributs du pouvoir traditionnel et puis leur mettre un exposant négatif. Hein. Avant, il fallait être un homme, blanc, mâle, adulte, appartenant à la bourgeoisie pour avoir une légitimité à peu près assurée. Maintenant, au contraire, si vous êtes une femme, noire, jeune, si possible déviante de certains côtés, hein, qui n'appartiennent pas à la bourgeoisie, pour automatiquement que vous soyez désigné pour la légitimité. Voyez ? Et des gens qui se mêleraient de définir en s'ouvrant, en se déclarant ouvertement mâle, adulte, bourgeois, normal, etc., ils seraient automatiquement suspects. Voyez-vous, hein? Donc tout ce problème de la légitimité, là, on pourra en parler longtemps, mais restons là. Si vous regardez d'un autre côté, du côté donc des récepteurs idéologiques, comment se fait-il qu'il y a des gens qui gobent les idéologies et d'autres qui ne les acceptent pas? Donc pourquoi la conviction joue sur certains individus, pas sur d'autres? Alors là, il y a une autre qu'on pourrait appeler un postulat, qui va à l'encontre des idées émises par exemple par Adorno et son école, vous savez, qui prétendaient dans la personnalité autoritaire qu'il y avait des gens qui étaient prédisposés idéologiquement. C'est-à-dire ces gens qui étaient à la fois autoritaires et soumis, vous savez, brutales et faibles, etc., auraient eu des prédispositions idéologiques. Moi, je pense que c'est une position partielle. Hein. Et je la remplacerai plutôt par l'idée que tous les humains sont idéologisables. Hein. On peut toujours arriver à faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a certaines, peut-être des personnalités un peu plus tournées vers ça, d'autres un peu moins, mais enfin, ça ne va pas très loin. Hein. Mais alors, quelle est la différence? Eh bien, il faut regarder pour comprendre si une idéologie va marcher sur des gens, si ce que sont ces gens et ce qu'est cette idéologie. Sur les gens qui sont bien dans leur peau, qui ont une position dominante socialement, qui psychologiquement n'ont ce qu'on appelle entre guillemets pas de problème. Hein. Les idéologies qui vont marcher, ce sont les idéologies qu'on appelle de renforcement. Qu'est-ce que c'est que ces idéologies de renforcement? Ce sont celles qui vont les légitimer dans leur position, hein, qui vont défendre leurs intérêts matériels et symboliques. Au contraire, les gens qui, soit pour des questions de classe, soit pour des questions personnelles, soit pour des questions ethniques, sont mal dans leur peau ou se définissent comme tels, vont automatiquement rejeter les idéologies de renforcement et se tourner vers les idéologies contestataires. C'est bien normal. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que si on fait, et ça c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté, si on fait les idéologies équivalentes de savoir social, de façon très générale, la culture, telle qu'on l'assimile dans les premières années de sa vie, est aussi une idéologie. Hein? Alors, ce qui se passe dans les sociétés primitives, dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés qui ne bougent pas, la culture, donc, comme idéologie, répond préventivement aux questions que l'individu va avoir à se poser dans sa vie sociale. Hein? Donc, les individus étant investis par l'idéologie sous forme culturelle au départ, ne vont plus avoir de problèmes à se poser. C'est des sociétés où il n'y a pas de problème de classe, où il n'y a pas de problème personnel, où ça roule tout seul. D'accord? Hein? Bon, ces gens-là, en général, vont être ceux qui vont obéir aux idéologies de renforcement. Hein? Parce que l'idéologie de renforcement s'appuie en général sur l'état culturel dominant. Hein? Dans les sociétés comme les nôtres, où la culture ne joue plus son office, ou parce qu'il y a du pluralisme, parce qu'il y a du relativisme, parce qu'il y a des problèmes familiaux, pour toutes sortes de raisons, hein, la culture initiale, celle que subissait l'enfant traditionnel jusque vers 7, 8 ans, 10 ans ou 12 ans, ne joue plus. Si bien qu'au départ, les personnalités vont être en attente de réponses. La culture ne va plus leur apporter préventivement les questions auxquelles elle répondait jadis. Et ces questions vont toujours rester ouvertes. D'où, dans nos sociétés, l'appétence idéologique des gens, hein, qui, n'ayant plus de réponse préalable aux problèmes qui pouvaient se poser, vont les chercher et vont chercher à trouver des réponses dans les idéologies qu'on va leur offrir quand ils vont être plus grands. Qu'en est-il des relations de la sociologie avec le pouvoir politique, Madame Moreux? On vient de traiter de cette question justement dans un débat midi au département de sociologie aujourd'hui. Et ça n'a pas allé très loin, ça n'est pas allé très loin. Parce que, qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Est-ce que quand le sociologue parle de pouvoir, est-ce que ça veut dire qu'il va s'en aller comme chef de cabinet ou je ne sais pas quoi?
ou s'il veut un pouvoir contestataire qui fasse bouger la société. Qu'est-ce que le sociologue veut? Il y a une chose qui me frappe toujours, c'est que les gens qui sont non sociologues, qui sont au pouvoir, comme tous les gens qui définissent et qui pensent actuellement dans une société, que ce soit le Québec ou ailleurs, parlent le langage des sciences sociales, c'est bien évident. Oui. Alors, de cette constatation-là, qui va de pair avec la constatation que la sociologie sait, qu'elle a une science qui sait, qu'elle peut donc organiser socialement, il y a, au Québec comme ailleurs aussi, un attirement des sociologues par le pouvoir. Mais si vous avez au départ le postulat que la science sociologique est une science savante, si, ce qui est ma position, vous avez au départ la position que la sociologie n'est pas une science, mais une idéologie. Qu'est-ce que vous constatez? Que simplement il y a une collusion entre actuellement les idéologies sociologiques et les idéologies des gens au pouvoir. Les politiciens parlent le langage de la sociologie, les sociologues, qui parlent apparemment leur propre langage, ont les mêmes idées que les politiciens sur les choses. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que se renvoyer la balle et s'auto-satisfactionner, comme je vous disais tout à l'heure. Ça n'est pas pour autant que ça va déboucher sur quelque chose. Oui. Et pour autant qu'on puisse le regarder dans les années passées, dans les siècles passés, il y a toujours eu des gens qui étaient des bons politiques, avant que la sociologie existe. Donc, ce n'est pas la sociologie qui fait qu'on est un bon politique. Elle ne le fait pas davantage parce qu'elle ne sait pas. Et vous n'avez aucun exemple, j'imagine, d'une décision sociologique explicite sortant d'une théorie sociologique qui ait débouché sur une pratique sociale adéquate. Sociologie, elle fait jusqu'à maintenant surtout des conneries. Tout ce qu'elle fournit peut-être c'est même pas valable, mais d'intéressant, de drôle, c'est qu'elle informe l'ensemble de la société de ses langages. Tout le monde parle langage de sociologie. Mais rien ne va changer dans un gouvernement parce qu'il y a des sociologues qui sont là. Ça, je suis bien sûr de ça. Le sociologue ne sait pas plus, qu'il soit économiste, peut-être les économistes un peu plus, je ne sais pas, ils éviteront peut-être des catastrophes. Mais quand il ne sait pas plus, voilà. Mais il est dans une position pour influencer la décision. À ce moment-là, il n'est plus sociologue, il est devenu un homme politique comme un autre. Et si pour des raisons qui ne tiennent à presque rien de sa formation sociologique, il est un bon politicien, qu'est-ce que c'est qu'être un bon politicien? Je ne sais pas, c'est autre chose, ça va marcher. Mais c'est certainement pas ses connaissances sociologiques qui vont l'aider. D'accord. Alors ça va tout de suite de pair avec une chose que vous allez certainement me faire dire. Qu'est-ce que je pense de l'engagement politique du sociologue? C'est sûr que je n'aurais pas formulé la question comme ça. En fait, je vois bien où vous allez en venir, ça revient à ça. De toute façon, vous l'avez formulé à ma place, alors répondez-y. Bon, je vais vous y répondre. C'est une question qui cache certainement chez moi beaucoup de choses, mais à un niveau strictement théorique. Quel est le credo de la sociologie comme de l'anthropologie? C'est le relativisme. C'est-à-dire une mise entre parenthèses de toutes les croyances, de toutes les convictions considérées comme vraies à un moment donné. Alors, ce qui m'étonne surtout, c'est justement l'engagement politique des sociologues. Quand on est conséquent avec cette position intellectuelle, qu'on ne croit pas aux choses qu'on étudie, sinon comme des connaissances intellectuelles, comment est-ce qu'on peut s'engager dedans? Et vous, au départ, ça pourrait être une réponse qui vous satisfera peut-être probablement pas, parce que c'est une réponse purement intellectuelle, et que tout comme moi, vous savez bien que les réponses intellectuelles, ça n'est jamais que des rationalisations de positions qui sont avant tout émotives. Alors, pourquoi est-ce que, d'une part, l'engagement politique, je le considérais non pas comme étant meilleur parce qu'il est le fait d'un sociologue. Pourquoi, pour ma part, il n'y a pas d'engagement politique? C'est pour des raisons certainement qu'il faudrait relier à mon enfance, j'imagine, ou des choses comme ça. Alors, je peux vous raconter ça. Allez. Oui. Bon. Eh bien, j'appartiens à une époque où les filles ne faisaient pas de politique. Ce n'était pas un langage de femmes à mon époque. Nous, les femmes, on parlait, comme je fais encore peut-être maintenant, de religion ou culture symbolique, on ne parlait pas de politique, ce n'était pas notre domaine. Par ailleurs, j'appartiens à un milieu social prolétaire où, par tradition, on était marxiste et athée. Donc, automatiquement, toute petite fille, j'ai été mise, pas de force, mais enfin, spontanément dans les mouvements marxistes, appartenant à la jeunesse communiste et des choses comme ça.
Et alors, ce qui arrivait à ce moment-là, c'est soit qu'on embarquait à 100% et puis qu'on était communiste et engagé à vie, soit qu'on faisait ce que j'ai fait, un rejet violent de tout ça. Hein. Parce que dès l'âge de 15-16 ans, j'ai donc pu voir en quoi consistait la stratégie à l'intérieur d'un parti politique, en quoi consistait le pathos idéologique, quel était l'écart entre les idéaux qu'on racontait sur les places publiques et ce qui se passait à l'intérieur d'un parti, etc. Hein. Donc, une espèce de rejet de l'engagement comme tel, vous voyez. Alors, je pense que ça pourrait jouer beaucoup, des choses comme ça. Hein. C'est que depuis bien longtemps, mes convictions sociologiques ont rejoint, si vous voulez, les convictions que ma pratique sociale avait dégagées d'elle-même. Hein. Et alors, très jeune, j'ai eu une espèce de dégagement ou de non-loyauté, si vous voulez, à l'égard de la société. Je n'ai jamais adhéré à aucune société comme la reconnaissant comme la mienne et me confondant avec ses idéaux et ses destins. À la fin de l'entrevue, j'aimerais que vous me parliez oui. de la femme, Madame Moreux. De la femme. Je pourrais peut-être plutôt vous parler du couple, puisque c'est pas séparable. Une chose qui m'a frappée, c'est la bonne entente et l'apparence de satisfaction, qui n'était pas qu'une apparence, hein, qui était une satisfaction, des vieux couples ruraux. Hein. Et pourquoi? Eh bien, c'est que peut-être, entre autres choses, il y a une acceptation de part et d'autre des rôles respectifs. Hein. Oui. La femme régnait, c'était un pouvoir, bien évident, à l'intérieur de la maison, hein, c'était un endopouvoir. L'homme régnait à l'extérieur, s'occupait tout au moins des affaires extérieures. Hein. Et pas plus que la femme n'allait se mêler de ce qui se passait à l'extérieur, l'homme ne mettait son nez dans les affaires d'éducation, par exemple, ou dans les cuisines, choses comme ça. Hein. D'où, par rapport aux idéologies modernes, où le père est censé s'occuper aussi des enfants, le mauvais père traditionnel, qui était autoritaire, qui ne s'occupait pas de ses enfants, c'est parce que c'était comme ça, c'était pas son boulot, lui, il s'occupait de l'extérieur. Alors, ce qui faisait peut-être problème, qui pourrait expliquer une partie peut-être de la sociologie québécoise, c'est que si la femme avait vraiment un pouvoir réel à l'intérieur, la plupart des hommes québécois n'avaient pas de pouvoir à l'extérieur. C'était un simulacre de pouvoir. Il n'y avait que quelques-uns, peut-être un peu les prêtres, un peu les politiciens officiels, et encore médiatisés par rapport au pouvoir réel qui était extérieur. Et la position du mâle québécois n'était pas, même traditionnellement, une position facile. Hein. Si bien que quand cet homme, actuellement, on veut lui faire endosser toutes sortes de choses, d'une part, lui demander plus de pouvoir ou de participation à l'extérieur, et puis d'autre part, lui demander de s'occuper en plus de ce qui se passe à la maison, toute chose qu'il n'a jamais faite. On peut réexpliquer pas mal à partir de ça du nombre de problèmes que connaissent les hommes québécois. Hein. Mais ça n'explique pas le viol, de toute façon. Le viol? Oui. Oh, bah, dans toutes les cultures, on a violé les femmes. Quelle histoire, hein. Pourquoi faire tant d'histoires, justement, depuis quelques années ou quelques mois avec le viol? Si vous vous mettez à détecter dans une société tout ce qui cloche, vous allez trouver un nombre de choses invraisemblables, hein. Mais selon l'orientation idéologique d'un groupe, on met l'éclairage sur quelque chose. Hein. Bon. À ce moment-là, tout le monde se jette là-dessus, toutes les idéologies se déchaînent, tous les gens qui ne sont pas contents mettent leur haine là-dedans. Hein. Mais le viol, c'était un problème toujours. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, l'abandon des hommes, par exemple. L'homme actuel, c'est un martyr. Sa femme le conteste, ses enfants ne l'aiment pas, il ne sait pas quelle attitude avoir à leur égard. Quand il avait une attitude autoritaire, c'était bien accepté, ça marchait, les enfants aimaient vraisemblablement leur père, sauf qu'à extrême, hein, il y a toujours eu des pathologies, mais ça allait pas si mal. Maintenant, cet homme, il ne peut plus commander comme il faisait avant, il ne sait pas, parce qu'on n'y a pas appris à avoir un rôle maternel, c'était pas son rôle. Hein. Sa femme agrippe les enfants, les prend dans son entourage, s'en fait des alliés contre le mari la plupart du temps, hein. C'est l'homme qui est la véritable victime de nos sociétés, c'est bien sûr. Enfin, de nos sociétés occidentales, tout au moins. Hein. Et s'il viole ou s'il fait je ne sais quelle chose abracadabrante, c'est peut-être justement parce qu'il n'est pas... Il a peut-être pas la place qui lui revient, on dirait, si on avait une idéologie masculiniste au lieu d'être féministe. Hein? Oui. C'est pour ça que toutes ces idéologies, comme je vous dis, c'est des éclairages. Hein. Quand on a besoin de quelque chose pour des raisons émotives, on éclaire les faits. Bon, parlons-en de ces émotions. Pour des raisons émotives. Lesquelles? On a toujours des raisons émotives, mais on les satisfait dans des idéologies différentes.
pour le féminisme. Hein? Bon, ben c'est que n'importe quel groupe, n'importe quelle personne a des désirs de pouvoir, hein, lui, c'est bien sûr. Hein? Bon, jusqu'à maintenant, il était entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le pouvoir, la femme allait s'en contenter à la maison. Quand une idéologie lui montre qu'elle peut prétendre à un pouvoir autre, bien plus grand, et puis qu'elle lui désigne les méchants qui sont là pour expliquer qu'elle n'a pas eu de pouvoir avant, c'est en gros les hommes, comment voulez-vous qu'elle n'adhère pas à tout ça? Ça marche tellement bien, c'est logique en soi. C'est ce qui fait la force, on n'a pas fini tout à l'heure sur les idéologies. Qu'est-ce qui fait la force d'un discours idéologique? C'est d'abord ça, c'est qu'il est logique, ça marche, c'est vrai, on fait appel au fait. Hein? Mais ce fait se grève toujours sur une insatisfaction fondamentale chez tous les gens, on a toujours quelque chose qui ne va pas. Si on vous dit qui est responsable de ça, ce qu'il faut faire pour que ça change, si vous-même vous sentez mal à l'aise, vous allez embarquer là-dedans, c'est bien évident. Bientôt, il y aura peut-être des idéologies, je ne sais pas quoi, moi, des hommes, peut-être, qu'il va y avoir un mouvement en retour. Les hommes vont arriver à démontrer, ils n'auront pas beaucoup de mal, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils sont les victimes de nos sociétés. Il va y avoir une idéologie, peut-être pas de vieux, parce que les vieux n'ont pas tellement de virulence, ils sont un peu éteints. Maintenant, c'est des intellectuels qui parlent pour eux. Mais si les vieux, un beau jour, se réveillaient, il y aurait une idéologie gérontiste, je ne sais pas quoi, qui ferait que les vieux, comme c'est dans le cas dans la plupart des sociétés traditionnelles, c'est eux qui ont le pouvoir. Tout le monde a envie de pouvoir, ou la plupart des gens. Hein. Et dès qu'on a une idéologie qui passe à portée, on embarque dedans et puis allez dedans. C'est bien, c'est un mécanisme qui est universel et qui est assez simple à démontrer et à démonter. Vous trouverez toujours, quelque idéologie que vous ayez, des faits qui vont dans le sens de cette idéologie. Il y en a toujours. Hein. Le nombre de choses qui se passent dans une société est tellement énorme. Et un fait en soi, un fait brut, est tellement polysémique, vous pouvez lui faire dire tellement de choses. Hein. Regardez dans le viol, par exemple. Est-ce que c'est une preuve du pouvoir du mâle? Est-ce que c'est une preuve de la séduction que la femme exerce indirectement sur l'homme pour se faire violer? Il y a tout ce problème-là aussi. Hein. J'ai lu un article très rigolo l'autre jour dans un journal, un garçon qui signait un article, « Je me suis fait violer ». Il racontait comment la femme, sans bouger de sa chaise, sans faire aucun mouvement, l'avait littéralement violé, et que le pauvre gars, s'il ne voulait pas avoir l'air d'un crétin, était bien obligé de passer à l'acte. Hein? Ça peut aller si loin que ça. Vous savez bien, tout comme moi, j'imagine. Hein? Que le viol physique n'est vraiment que la dernière étape, l'aboutissement de tas de choses qui se sont passées avant. Oui. Je crois que tout ça, c'est les attitudes, de toutes sortes de messages qui circulent, qui parasitent les relations. Vous ne devriez pas employer parasite. Il n'y a pas d'état idéal. Peut-être qu'on pourrait se passer de nos sexes. À ce moment-là, on pourrait se passer de manger aussi. Parce que le sexe n'est pas comme la nourriture, une source de trouble, mais aussi de plaisir. Bon. Croyez pas qu'on va vers une société où, justement, en voulant éliminer tous les troubles, on enlève le sens et l'essence. Le sens avec un grand S et l'essence. Hein? Et puis que ça devient pas mal plate à vivre. Hein? Une société programmée, une société où tout serait rationnel, où tout serait prévu. Est-ce que c'est vers ça que les idéologies actuelles veulent nous emmener? Hein? Heureusement que le sociologue n'a pas grand pouvoir, parce que si on l'écoutait, on serait complètement fou. Hein? C'est absolument absurde tout ce qui peut s'écrire. Si vous parlez du pouvoir, justement, on peut relier ça. Le pouvoir du sociologue actuel, c'est peut-être celui-là. C'est que comme il est cru, comme ce qu'il écrit fait figure de vérité, et comme il y a beaucoup de sociologues, il faut que tous ces gens aient une place dans la société, gagnent leurs sous et soient connus, c'est à celui qui écrira les choses les plus abracadabrantes. Hein? Sociologue, ça marche. Il faut caser tous ces gens-là qui ont des diplômes et qui se croient des mystiques ou des missions de définisseurs. Alors, puisqu'il faut définir, définissons. Disons les choses encore plus extravagantes, plus extraordinaires, plus imprévues que nos petits copains. Puis ça va aller. Alors, Madame Moreau, je vous remercie. Merci aussi de m'avoir écouté.